Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en mobilité, une émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'auto. 30 minutes de discussion autour du transport de demain, du déplacement du futur et de tout ce qui va changer sur nos habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler de partage d'habitacles et de voyage à plusieurs et pas avec n'importe qui. Je reçois Blablacar pour ce voyage en mobilité. Blablacar créé en 2006. Alors je vous résume le concept, vous allez sur le site, indiquer votre trajet, donner le nombre de places dont vous disposez et c'est parti. Ça marche aussi pour les passagers, je ne vous apprends rien, nous sommes 65 millions d'utilisateurs revendiqués. Bonjour Frédéric Mazella. Bonjour. Bienvenue, alors vous êtes président fondateur de Blablacar, bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors est-ce que pour commencer, vous voulez bien raconter ce qui vous a amené à créer Blablacar ? Alors, c'est au départ un besoin personnel. Je suis vendéen, je devais rentrer en Vendée et pour Noël. Et tous les trains étaient pleins. Et donc, au dernier moment, finalement, je suis parti avec ma petite sœur qui, à l'époque, habitait à Rouen. Elle est passée me chercher à Paris. Elle m'a emmené en Vendée. Et sur la route, sur l'autoroute A10, pour ceux qui connaissent, on voit passer les trains, on voit passer les TGV en parallèle de l'autoroute. Et en voyant passer les trains et en voyant toutes les voitures vides, en voyant passer les trains pleins et toutes les voitures vides, je me suis dit mais c'est fou. Il y avait en fait des milliers de places pour aller en Vendée à Noël, mais elles étaient dans les voitures et pas dans les trains, donc on va tout simplement faire un moteur de recherche de toutes les places libres dans les voitures. Et voilà, de là l'idée est née. J'ai pas dormi pendant 3 jours et puis ensuite je me suis mis au travail. Beaucoup de travail, j'imagine. Alors du coup, on l'a dit, Blablacar créé en 2006, 12 ans d'existence. On a appris à la fin du mois de septembre que Blablacar avait atteint la rentabilité sur la période de janvier à août 2018. C'est long, 12 ans pour être rentable, Frédéric Mazella. Oui et non, c'est-à-dire que c'est le modèle des sociétés qui doivent grandir très vite. C'est-à-dire que le plus important, c'est de finir par trouver un modèle économique qui soit lui-même rentable. Alors c'est quoi un modèle économique rentable ? C'est un modèle économique dans lequel, tout simplement, on arrive à l'équilibre entre ce que payent les gens qui utilisent le service et ce que ça coûte de livrer ce même service là. Et en fait, c'est ça le plus important pour une société. Et ensuite, quand l'enjeu est d'aller chercher des nouveaux territoires, de s'agrandir, d'aller investir sur des nouvelles parts de marché, à ce moment-là, on lève des sous pour justement aller s'agrandir plus vite, mais sur la base d'un modèle économique qui lui-même est rentable. Mais pendant des années, on perd de l'argent parce qu'on est en train d'investir sur des nouvelles régions. Aujourd'hui, on est dans 22 pays. On a 65 millions de membres et donc on a fait cette expansion grâce à des levées de fonds qui ont financé justement ces investissements-là. Donc après, il y a 2 solutions. Soit on décide de ne pas grandir, à ce moment-là on est profitable très vite, soit on décide de grandir, on investit énormément sur des nouveaux territoires, on est profitable plus loin. Donc en fait, il faut vraiment pas confondre la notion de rentabilité du modèle économique et la notion de profitabilité. C'est vraiment 2 choses totalement différentes. C'est-à-dire que la rentabilité du modèle économique, c'est intrinsèque à la manière avec laquelle on fournit le service. Donc c'est tous les coûts du service face à ce que payent les personnes qui l'utilisent. Et la profitabilité, c'est un choix qui dépend justement de la stratégie de l'entreprise. Et quand l'entreprise décide d'aller faire une expansion internationale comme ce qu'on a fait, de manière très massive comme ce qu'on a fait, oui, ça coûte très cher. Donc avant d'atteindre l'équilibre et la profitabilité, il faut attendre des années. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que le covoiturage est rentré aussi beaucoup dans les habitudes des uns et des autres ? Alors, il est rentré dans l'habitude parce qu'on a fait en sorte qu'il rentre dans l'habitude aussi. Tout est lié. C'est-à-dire qu'on a mis énormément de moyens pour justement arriver à faire en sorte que le covoiturage devienne une seconde nature chez beaucoup d'entre nous. Parce que je vous dis ça parce que j'ai vu aussi que vous aviez une hausse d'activité de 40%. Donc je me demandais si c'était aussi lié. C'est pas une hausse d'activité de 40%, c'est une croissance annuelle de 40%. Ça veut dire que d'année en année, on est sur un rythme où l'année prochaine, par rapport à l'année dernière, on a 40% plus d'activité que l'année dernière, puis l'année prochaine, on verra ce que ce sera. Mais en gros, c'est une croissance. Donc c'est purement une croissance. Alors, vous parliez d'installation à l'international, du fait que vous avez donc beaucoup investi pour que Blablacar grandisse et se répande. C'est quoi vos projets concrètement après cette annonce de rentabilité finalement ?
Alors déjà, on a les projets en cours. Je ne vais pas vous parler des projets futurs parce que c'est toujours la même chose. Dès qu'on parle des projets en cours, on nous demande les projets d'après. Donc on va déjà parler des projets en cours. Les projets en cours, c'est notamment un projet qu'on appelle point-to-point chez nous, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des trajets à proximité de là où vous êtes et la possibilité de rechercher sur tous les itinéraires de tous les conducteurs le trajet qui vous intéresse. Et donc dès qu'il y a une voiture qui passe près de là où vous êtes et qui va là où vous voulez aller, eh bien on va pouvoir vous connecter avec le conducteur qui passe par là. Donc ça, c'est déjà un projet très important et qui démultiplie l'usage, puisqu'évidemment on découvre beaucoup plus de trajets que lorsque le conducteur est obligé d'indiquer toutes les petites villages ou villes par lesquels il passe. Et donc là, on a une découvrabilité des trajets qui est bien supérieure et qui augmente du coup l'usage et qui surtout facilite le service pour les passagers qui trouvent des conducteurs sur leur chemin. Et ensuite, on a des innovations, enfin une innovation notamment sur tout ce qui est covoiturage courte distance. Alors, ce qu'on appelle le courte distance, c'est pour les trajets principalement domicile-travail, c'est-à-dire les trajets du matin et les trajets du soir. Et donc, c'est des trajets en moyenne de 25 km par rapport aux trajets sur lesquels Blablacar est extrêmement présent aujourd'hui, qui sont plutôt de 250 km sur les week-ends et vacances. Donc là, on est sur de l'activité quotidienne matin et soir avec Blabla Lines. Et donc ça, c'est une forme de covoiturage qui se développe bien. On a 400 000 inscrits aujourd'hui, c'est bien. Bon, évidemment, par rapport à 65 millions de membres sur Blablacar, de manière générale, c'est encore petit, mais on a une belle croissance et surtout des récurrences d'usage très très fortes, puisque beaucoup des gens qui utilisent Blabla Lines l'utilisent 3 ou 4 fois par semaine. Donc là, on est sur une récurrence très très forte. Ensuite, on a aussi expérimenté récemment, notamment à l'occasion des grèves, parce qu'on avait une très très forte demande, la possibilité de réserver un billet de bus sur Blablacar. Ça a très très bien marché, c'est-à-dire qu'on a pu dépanner des milliers et des milliers de passagers qui recherchaient des solutions et qui, quand on n'avait pas forcément une voiture en covoiturage, eh bien, pouvaient prendre une place dans un bus, ça marchait très bien. Donc voilà toutes les innovations en cours. Après, pour la suite, j'ai envie de vous dire, restez branchés. On restera branché donc et on va parler des innovations actuelles. Alors du coup, vous avez parlé de Blabla Lines. Moi, j'aimerais savoir comment ça marche concrètement. Si je veux être utilisatrice de Blabla Lines, comment ça marche ? Alors, il y a soit conducteur, soit passager. Donc, quand on est conducteur, on vient, on déclare ses trajets du matin et du soir. On le fait une fois. On dit, voilà, tous les matins, tous les soirs, je fais ce trajet-là pour aller au travail. Et ensuite, on le fait juste une fois, donc ça prend vraiment très peu de temps. Et ensuite, les passagers viennent tout simplement demander des trajets. Et quand il y a une mise en relation possible, c'est-à-dire qu'un passager va rechercher un sous-trajet d'un conducteur qu'un conducteur fait, eh bien, on va les mettre en relation, tout simplement. Donc, le conducteur ne fait pas de détour. Le conducteur, eh bien, il choisit lui-même quand est-ce qu'il part et on les met en relation de la manière la plus efficace possible avec le conducteur qui précise une fois pour toutes ce qu'il fait. Donc, c'est très très simple. Et ensuite, le passager qui va pouvoir rechercher en fonction de ses demandes les conducteurs. Alors, ce que l'on fait, c'est que quand un passager fait une demande, on va contacter plusieurs conducteurs susceptibles de faire ce trajet-là, puisqu'on le sait, on connaît les itinéraires des conducteurs, et donc on sait que le conducteur passe par là à ce moment-là, entre 8h05 et 8h20, le conducteur va passer exactement par là et va aller au bon endroit. À ce moment-là, on contacte tous les conducteurs qui sont sur cette route, et le premier conducteur qui dit c'est bon, je t'emmène, eh bien, prend le passager. Ce qu'il faut voir comme concept derrière Blabla Lines, qui est extrêmement important, c'est le concept de ligne. C'est pour ça que ça s'appelle Blabla Lines. Parce que en fait, ce qui est extrêmement important dans les déplacements du matin et du soir pour aller au travail, c'est la fiabilité de ces trajets-là et c'est la possibilité de faire un aller et un retour. Parce que surtout quand on va laisser sa voiture chez soi, on peut partir avec quelqu'un, mais il faut être sûr de pouvoir revenir soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre. Ce que propose Lines, c'est justement la possibilité de vous faire des lignes de transport en commun, de simuler comme des lignes de transport en commun, mais sur toutes les voitures. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de voitures qui constituent un réseau latent, si vous voulez, qu'on ne voit pas forcément, mais qui constituent véritablement un réseau de transport en commun qui vous relie de chez vous à chez votre travail très facilement. Et donc, vous allez pouvoir avoir des voitures qui passent toutes les quelques minutes sur le trajet qui vous intéressez, qui vont là où vous allez, le matin, le soir, et comme vous allez avoir par exemple 84 voitures qui font le trajet de chez vous à votre travail entre 8h et 8h30, bah vous allez être sûr que vous pouvez en prendre une le matin et en prendre une autre le soir, ça pose aucun problème à l'horaire que vous voulez aussi. Parce qu'en fait, dans la formule de covoiturage
avant qu'il y ait BlaBlaLines, il fallait trouver un voisin ou un collègue qui fait les mêmes trajets que vous. Seulement, vous avez vos agendas qui sont complètement liés dans ce cas-là, puisque vous êtes lié à votre voisin ou à votre collègue. Et si jamais il finit 2 heures plus tard, ou bien si la voiture est au garage, ou bien s'il a ses enfants à passer chercher à la piscine, du coup, ça marche plus. Et en fait, l'expérience montre qu'effectivement, 2-3 fois par semaine, ça marche pas, pour toutes ces raisons-là, des réunions ou des réparations de voitures ou des choses comme ça. Et donc, le principe de BlaBlaLines, c'est qu'on peut partir le matin avec quelqu'un, revenir le soir avec quelqu'un d'autre, puisqu'on a cette flexibilité, justement, qui est la même qu'un transport en commun, qui est très régulier toutes les quelques minutes et qui marche dans les 2 sens, le matin, le soir, avec évidemment des dizaines, des centaines, des milliers de voitures qui font ces trajets-là. Alors du coup, BlaBlaCar a lancé BlaBlaLines. On parlait aussi au début d'émission du fait que BlaBlaCar s'était vraiment installé dans le paysage de la mobilité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre, on va dire, des mentalités de changer ? C'est-à-dire que pour moi, BlaBlaCar a un petit peu instauré ça aussi. Comme on le disait au début de l'émission, le covoiturage est vraiment rentré dans les habitudes. C'est même plus une question de tranche d'âge aujourd'hui. On pouvait dire à une époque que c'était une certaine tranche d'âge qui pouvait utiliser le covoiturage. Maintenant, tout le monde vraiment le fait, l'utilise. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des mentalités d'aller vers ça ? La première chose, c'est de faire un service qui est extrêmement simple et qui est extrêmement attractif. Donc voilà, ça commence par là en fait. Ça commence ou ça finit par là. Enfin, en tout cas, c'est une nécessité. Il faut faire un service qui est simple à comprendre et à utiliser et un service qui propose quelque chose de très intéressant et notamment financièrement. Donc c'est ce qu'on a fait avec BlaBlaCar de manière très très simple. On divise les frais de déplacement. C'est si simple que ça. On permet à un conducteur d'abaisser largement ses frais de déplacement puisqu'il partage les frais avec des passagers. On permet aux passagers de profiter d'une place libre à un prix dérisoire dans une voiture en faisant un simple partage de frais. Et donc du coup, économiquement, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, j'ai envie de dire simple et économique, ça paraît bête. Ça parle à tout le monde. Ça paraît extrêmement standard et connu, mais voilà, si on fait un service simple et économique, ça marche. Mais par exemple, en ce qui concerne le covoiturage, c'est des choses qui ne sont pas dans les habitudes aujourd'hui. C'est vrai que quand on va au travail, on prend sa voiture, parfois on est pressé, parfois... Voilà, c'est compliqué aussi de demander aux gens d'adapter leur quotidien peut-être un peu à de nouvelles pratiques. Vous l'avez dit au début, moi ça fait la société effectivement je l'ai créée en 2006, mais ça faisait déjà 2 ans que je travaillais sur le concept, donc ça fait 14 ans que j'y suis. Donc si vous voulez, j'ai l'habitude du fait qu'effectivement changer les habitudes ça prend un petit peu de temps. Donc de la même manière, BlaBlaLines, ça fait à peine 1 an qu'on l'a lancé. Ça va prendre un petit peu de temps et si ça doit prendre 5, 6, 7 ans, on sera là et on le fera. Et c'est ça qu'il faut pousser. Ça prend du temps, changer les habitudes, ça prend du temps. Donc voilà, on a beau proposer le meilleur service du monde, il faut un petit peu de temps pour qu'il soit... En toute objectivité. Non, c'était une hypothèse. Je vous ai proposé le meilleur service. J'ai pas dit que c'était nous qui le proposions, mais en tout cas, même si on propose le meilleur service du monde, il y a un certain temps d'adaptation et un changement des habitudes qui est nécessaire. Et c'est très bien que vous parliez du monde, parce que justement, on parlait de l'exportation de BlaBlaCar à l'étranger. Moi, j'aimerais bien que vous me dressiez un peu un portrait du covoiturage à l'étranger. Est-ce que c'est très présent en France particulièrement? Et comment ça se passe à l'étranger? Comment est-ce qu'on exporte le covoiturage? Est-ce qu'on doit l'exporter ou est-ce que nous, en France, on est en retard? Je ne sais pas. Comment vous analysez ça? J'ai une bonne nouvelle. On est les plus grands covoitureurs de la planète. En proportion de population. Ça ne veut pas forcément dire en nombre, puisque aujourd'hui, les Russes, qui sont beaucoup plus nombreux que nous, covoiturent plus, à eux tous, dans l'absolu, que nous. Par contre, en proportion, en pourcentage de population, on est encore largement au-dessus. Après, nous, aujourd'hui, on est dans 22 pays. Il faut voir qu'on est, on est l'acteur leader du covoiturage longue distance, et même on est numéro 1 dans tous les pays dans lesquels on est présent. Donc, dans les 22 pays dans lesquels on est présent, on est le plus gros acteur de covoiturage. Alors donc au niveau de la communauté globale, on peut prendre les statistiques, on va dire, de BlaBlaCar et considérer que ça représente quand même une très 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 bonne partie ou une très bonne vision de ce qu'est le covoiturage longue distance de manière générale un peu partout sur la planète. Donc on a 65 millions d'inscrits sur BlaBlaCar, dont 15 millions en France. Et donc petit à petit ça rentre dans les habitudes. Il y a des pays dans lesquels ça démarre plus vite que d'autres et en général c'est lié aussi aux
aux habitudes de déplacement et aux circonstances de déplacement des gens, c'est-à-dire les alternatives dont on dispose pour se déplacer. Et quand le covoiturage est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus économique, évidemment, ça décolle beaucoup mieux. Typiquement, en Russie, c'est ce qui s'est passé. On a une solution de déplacement extrêmement prisée parce qu'en fait, on est extrêmement pratique. Il y a des fois des liaisons entre deux villes russes qui n'existent pas, ni par bus, ni par train, ni par rien du tout. Il y a juste une voiture qui peut faire le trajet. Et à ce moment-là, BlaBlaCar devient extrêmement pertinent parce qu'on est la seule solution pour aller d'une ville à une autre en tant que passager. Donc voilà, ça dépend des géographies, ça dépend des habitudes. Mais aujourd'hui, on est pionnier dans le covoiturage par la proportion de population. Et donc, est-ce qu'on doit développer le covoiturage à l'étranger? J'ai envie de dire oui. C'est pas juste parce que je suis fondateur de BlaBlaCar, mais on doit le développer partout. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une manière d'être économique, d'être écologique, d'être beaucoup plus social, parce que pour tous ceux qui ont déjà fait du covoiturage, vous savez que c'est aussi une expérience de rencontre sociale et c'est un moment plutôt agréable. Donc en fait, je pense que ça n'a que des atouts et qu'on doit aller le développer, si ce n'est au moins pour des raisons de changement climatique et faire en sorte qu'on utilise mieux nos ressources. Parce que faire rouler 1 tonne ou 1,5 tonne de voiture avec juste un passager à bord quand il y a 3 ou 4 places, ou 5, c'est pas ce qu'on a envie de voir demain quand on pense justement au changement climatique. Et donc du coup, on parle beaucoup de la fin programmée de la voiture individuelle, la fin de l'autosolisme, puisqu'on appelle ça comme ça, le fait de voyager seul dans un véhicule. Donc pour lutter contre la pollution, le trafic trop dense, tout ce que vous venez de dire. Mais comment vous analysez cette tendance? Est-ce que pour vous, il y a eu une prise de conscience là maintenant? Est-ce que c'est seulement les effets d'une prise de conscience qui date d'il y a un moment? Comment vous analysez cette tendance aujourd'hui? Bon, je pense que alors, il y a plusieurs choses. Ce qui fait véritablement évoluer les choses, bouger les choses généralement, c'est quand même le fait que le service, je reviens sur ce point-là, est simple et économique. La prise de conscience du fait que c'est probablement nécessaire de partager nos ressources, elle est en train de venir, mais c'est pas forcément malheureusement la source de l'action individuelle. Généralement, ça peut être un bon ajout pour sa conscience, mais c'est pas forcément ce qui pousse les gens à agir malheureusement. Donc du coup, je pense plutôt que c'est la technologie qui est en train de faire évoluer les comportements, puisque maintenant on peut tout simplement savoir s'il y a quelqu'un qui fait le même trajet en même temps que nous, avec des technologies qui sont à la fois temps réel, extrêmement performantes en recherche d'itinéraires et des choses comme ça. On ne pouvait pas le faire avant, maintenant on peut. Et donc, comme évidemment ça génère des économies, là je parle sur le plan purement financier, eh bien, ça permet de développer le service. Donc on est en train de voir que c'est possible. Et évidemment, si on peut diviser par 2, par 3, par 4 nos frais de déplacement, ça a un avenir. Et en fait, aujourd'hui, technologiquement, on peut le faire. Donc on va le faire, c'est sûr. Et ça tombe bien parce que non seulement on peut le faire, mais en plus c'est souhaitable, encore une fois, pour des raisons purement écologiques. Donc je pense que le partage de voitures, on en est qu'au tout début. La voiture est le moyen de transport le moins bien partagé, entre guillemets, sur les déplacements. C'est-à-dire que vous prenez ne serait-ce que cette statistique-là, les voitures ont un taux d'occupation sur des trajets ville à ville de 1,6 et sur les trajets du matin, c'est-à-dire qu'il y a un conducteur et 0,6 passagers à bord, quand il y a 4 ou 5 places dans une voiture. Et sur les trajets du matin et du soir, c'est même pire que ça, c'est en dessous de 1,1. Je crois que c'est 1,08 ou 1,04 sur les trajets du matin et du soir quand on se déplace pour aller au travail. Donc là, ça veut dire qu'il y a un passager et 4 fois sur 100, enfin il y a un conducteur, pardon, et 4 fois sur 100, un passager en plus. Mais 96 fois sur 100, il y a juste un conducteur à bord, c'est complètement fou. Donc du coup, on utilise très mal cette ressource-là, alors que vous regardez évidemment les avions, les trains, les bus, on passe notre temps à essayer de les remplir. La voiture, non, on est encore tout seul dans sa voiture. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller augmenter les taux de remplissage des voitures, et c'est ce qu'on va faire. Et vous parlez de la technologie, mais quels sont les autres acteurs aussi qui peuvent participer à ce changement de prise de conscience? Évidemment, il y a BlaBlaCar, mais j'imagine que vous, seul, ne pouvez peut-être pas participer au changement complet. Il y a l'ensemble des mobilités. On voit bien que les mobilités aujourd'hui, partagées ensemble ou partagées ne serait-ce qu'en ressources, sont multiples.
Enfin, ça va des solutions de taxi à la demande telles qu'on les connaît sur nos téléphones mobiles aujourd'hui, jusqu'à la trottinette, en passant par l'autopartage ou en tout cas la location de voitures entre particuliers ou l'autopartage en ville, des solutions comme le vélo partagé. Enfin voilà, on voit bien qu'on est en train de comprendre que à posséder soi-même son moyen de transport et le laisser garer 96% du temps, parce qu'en fait c'est ça, ça veut dire 23 heures sur 24, le véhicule ne bouge pas. On se rend compte que c'est pas très économique évidemment, c'est-à-dire qu'il vaut bien mieux que ce même outil-là nous coûte beaucoup moins cher mais soit partagé par beaucoup de personnes. Donc ça c'est la mobilité, on va dire, partagée au sens de l'usage les uns après les autres. Et puis après il y a le covoiturage évidemment qui fait que quand il y a 4 ou 5 places dans une voiture, en utiliser qu'une, eh bien c'est pas bien utiliser cette ressource-là. Donc toutes les formes de mobilité partagée se développent énormément grâce aux nouvelles technologies aujourd'hui, parce qu'on peut tout simplement le faire aujourd'hui, mettre un véhicule en partage d'usage les uns après les autres, que ce soit une trottinette, un vélo ou une voiture, c'est possible. Et puis faire en sorte qu'on mette ensemble les gens qui font les mêmes trajets au même moment dans des voitures qui sont vides, c'est possible aussi, ça s'appelle le covoiturage et on fait tout ça en même temps. Donc oui, il y a un mouvement général de mobilité partagée qui est très puissant aujourd'hui. On le voit bien, nos habitudes évoluent quand même assez rapidement. Et on en parle d'ailleurs sur ce mondial de la mobilité chaque jour. On parle des nouvelles technologies. Moi j'aimerais savoir, sur une vision au plus long terme, je sais que vous ne voulez pas parler trop des innovations futures. Je vous ai dit de rester branché. C'est vrai, je dois rester branché, c'est prévu. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez, par exemple, des innovations comme la voiture autonome. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez déjà chez Blablacar ? Est-ce que vous l'intégrez ? Est-ce que vous le voyez d'un bon œil ? Tout le monde en parle. Moi, maintenant, à quand la réalité de la voiture autonome, et surtout qu'il y a plusieurs gradations dans la voiture autonome. Il y a niveau 2, 3, 4, 5 étant complètement autonome, 4 étant autonome. Enfin, il faut quand même être un peu derrière le volant de temps en temps. Enfin, voilà. Donc déjà, ça dépend du degré d'autonomie dont on parle. Je pense que les véhicules autonomes de type plutôt transport en commun sur des circuits prévus à l'avance, ça, c'est pour l'an prochain max. Ou max l'année d'après peut-être, mais enfin là ça arrive, là ça va être là quoi. 2019-2020, on va voir de plus en plus de véhicules de type transport en commun autonome sur des circuits prédéterminés. Ensuite, la voiture autonome elle-même, c'est-à-dire qui est capable d'aller partout où les voitures vont aujourd'hui, ça je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu, pour une bonne dizaine d'années avant que ce soit possible, je pense. Après, est-ce que ça c'est une révolution ou est-ce que ça change les choses pour Blablacar ? En fait, j'ai envie de dire pas tellement. Aujourd'hui, le métier de Blablacar, c'est de mettre en relation un conducteur et 2 ou 3 passagers qui font les mêmes trajets. Si demain il faut mettre en relation 3 ou 4 passagers qui font les mêmes trajets et leur dire vous pouvez prendre une voiture autonome qui est là, en fait c'est un petit peu le même métier, c'est juste mettre en relation des gens qui font les mêmes trajets au même moment. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Frédéric Mazella, d'avoir été avec nous. Voyage en mobilité est une émission à retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio, sur iTunes, SoundCloud et toutes vos applications de podcast préférées. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain voyage.